Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Excellent et c'est votre émission du dimanche soir sur Sud Radio à 19h. Ce soir, je vous propose une ode à la gourmandise incarnée par deux femmes qui chacune à leur manière dédient leur vie à ce plaisir. Elle a enchanté le monde avec ses chansons pailletées et arrondies. La prolifique compositrice, parolière, interprète et réalisatrice Aurélie Saada, ex-Brigitte, nous revient avec un premier album solo en tournée. On y retrouve des accents de gourmandise, il va de soi, et un nom comme une évidence, Bombolini, de ces beignets savoureux que nous aimons tous. Mais vous avez aussi rédigé Cuisiner le soleil, Aurélie Saada, un livre de cuisine très personnel, et puis vous avez réalisé un film, Rose, où l'histoire de celle qui ose transmettre un certain art de la vie, tout comme vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Elle est journaliste gastronomique et rédactrice en chef de YAM, le magazine des chefs lancé par Yannick Aleno. Elle est aux quatre coins de la France à la rencontre des cuisiniers et des pâtissiers pour nous raconter leur savoir-faire et récolter leurs recettes. C'est son leitmotiv qu'elle nous a offert au cœur de plus de 65 livres de cuisine. Attention, ses sujets préférés avec le couple et l'amour, hein, c'est aussi important. Laissez Gaugois, vous avez écrit votre premier roman, Amour saignant ou à point, qui est sorti aux éditions Léo Cher. Un titre parlant pour un roman qui nous raconte la vie d'une femme qui pourrait être la nôtre. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonsoir. C'est excellent, c'est un programme à s'en lécher les babines sur Sud Radio, chers auditeurs. Bienvenue chez vous, c'est parti. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Aurélie Saada sur Sud Radio et son premier album solo Bombolini. On écoute deux petits extraits. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets, des bomboloni à s'en lécher les doigts. Tu l'oublieras, tu l'oublieras. Bomboloni, le premier album solo de Aurélie Saada sur Sud Radio. Bon bah voilà, Bomboloni en fait, chers auditeurs, c'est un beignet à base de farine, de sucre, de beurre, de levure, de sel et de citron. Mais alors, il est fourré à la crème anglaise, mais ça c'est la tradition florentine par exemple. C'est pas chez les Tunisiens. C'est pas tout à fait comme ça chez vous. Chez vous, il prend la forme aussi de la Tunisie, donc de la fleur d'oranger par exemple, et puis du souvenir aussi. C'est un beignet tout simple. Moi, j'aime bien ces migrations comme ça de recettes, de traditions. C'est vrai que ce mot bomboloni, il veut dire beignet en italien, c'est le terme générique. Et puis pour les Tunisiens, c'est un beignet très spécifique, boursouflé, imparfait, qu'on mange chaud, tout simple. Il n'est pas fourré, il a un petit trou comme ça au milieu et il sort de l'huile comme ça, brûlant, et on trempe dans le sucre ou pas, et on croque dessus, on en a plein partout. Et c'est le goût du souvenir. Du souvenir de votre enfance et de votre famille, en fait, en général, des histoires de famille, en général. C'est ça que vous racontez, vous êtes très imprégnée de ça, Aurélie Saada. Moi, oui, je crois que je suis obsédée par la famille et l'amour. Ah bon? Et du coup par la cuisine, évidemment, puisque c'est un petit peu lié à tout ça. Les histoires de ventre. Alors, dans votre album Bomboloni, donc, il y a de la rumba, il y a de la funk, il y a du jazz, de la soul. Alors, c'est évidemment, on y pense, les musiques que vous aimez écouter, qui donnent des chansons que vous composez vous-même, et ça part de votre piano, c'est ça? Oui, en général, j'aime bien me mettre au piano ou à la guitare et essayer de convoquer des souvenirs, des émotions, essayer de retrouver quelque chose qui est important pour moi. C'est toujours très autobiographique ce que j'écris, mais j'essaye de faire quelque chose, voilà, de mes chagrins, de mes souvenirs, de mes déboires, de mes... Et c'est comme ça que vous créez, que les mots se viennent? Est-ce que ça commence par la mélodie ou par la parole en général? Ça dépend, peut-être? Ça dépend. Ouais. Alors, je dois avouer que j'ai des carnets sur moi et que j'écris tout le temps. Il y a des phrases comme ça qui me viennent parfois au cours d'une discussion, une pensée. Et j'écris ces petits bouts-là qui font écho à quelque chose d'important pour moi. Et puis... en général, c'est ces petits bouts de mots comme ça que je viens faire rissoler, tourner, avec le piano et la guitare. Alors c'est évidemment des textes qui parlent aussi de la bonne bouffe, j'ai envie de dire, de celle qui exprime les émotions charnelles en fait. C'est la cuisine de la vie que vous nous racontez en quelque sorte, quoi.
J'adore le vocabulaire de la cuisine et de la nourriture parce que je trouve qu'il raconte vraiment le vivant. Il y a à la fois quelque chose de très réconfortant dans le vocabulaire de la cuisine. Il y a quelque chose de tendre, de doux, de chaleureux. Et puis, il y a quelque chose de féroce. Il y a quelque chose de terrible. Il y a quelque chose d'ultra violent. Il y a quelque chose d'hyper sexy. Donc, je trouve que j'en ai mis partout. Alors, j'en ai mis beaucoup dans Brigitte, c'est vrai. Mais alors là, vraiment, je crois que sur cet album Bomboloni, là, je me suis lâchée. Complètement. C'est comme si je passais à table, quoi. Ouais, vraiment. Et alors, vous passez à table et vous mangez vos émotions, quoi. Et vous nous les racontez comme ça. C'est-à-dire que vous nous donnez aussi envie de les vivre quelque part, ou vous nous donnez envie de les goûter. Est-ce que c'est clair chez vous, ça, comme intention? Les émotions, les histoires peuvent totalement nous dévorer et aussi, on peut aussi en faire quelque chose. Je trouve que finalement, nos émotions sont pas si loin les unes des autres. Les humains, on vit des choses, même si on a l'impression de vivre des choses, nous, très très particulières. En fait. Il y a beaucoup de choses quand même qui font écho. Et je crois que quand on travaille un matériau qui est très sincère, c'est là où finalement on retrouve le plus de ponts avec les autres. Et moi, c'est certainement un remède à mes peurs, à mes angoisses, à ma solitude. C'est ce besoin de raconter des choses et d'écrire des chansons. Et alors, c'est aussi l'histoire de l'immigration, l'histoire du métissage des cultures. C'est intrinsèque quand on y pense à toute forme d'humanité. C'est cette humanité qui se clive beaucoup en ce moment, on en entend beaucoup parler. Donc c'est aussi peut-être une volonté d'injecter un peu d'amour et de lien dans tout ça, non ? C'était important pour moi. C'est marrant parce que cette Tunisie que je chante dans cet album, qui revient à plein d'endroits, un peu comme un fil rouge comme ça. Donc c'est le pays dont je suis originaire, mais dans lequel je n'étais jamais allée, parce que mes parents n'y sont pas retournés. Ils ont quitté la Tunisie quand ils étaient enfants avec leurs parents. Et ils ne sont pas retournés là-bas et ils ne nous ont jamais emmenés là-bas. Donc la Tunisie, pour moi, elle n'existait qu'à travers leurs souvenirs. Elle n'existait qu'à travers les parfums, les épices, les goûts, les mots doux, les expressions, les blagues de mes grands-mères. Ou alors mes grands-parents, quand ils s'engueulaient en arabe pour pas qu'on comprenne. Voilà. Et donc... il y avait quelque chose comme ça que j'avais envie d'explorer, ces souvenirs. Je crois que c'est assez commun aux enfants d'immigrés, enfin beaucoup en tout cas, ces choses qu'on connaît si bien et qu'on connaît si peu en fait, cette espèce d'intime étranger, les souvenirs qu'on ne connaît qu'à travers les souvenirs des autres. J'ai eu besoin de raconter ce lien que j'avais à la Tunisie. Et du coup, vous y êtes allé ? J'y suis allée. Et alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça correspondait à votre fantasme ? Alors, il est bizarre ce fantasme-là, parce qu'en fait, quand on connaît pas du tout, on connaît que des parfums, des goûts. Moi, ma Tunisie à moi, elle est entre Créteil et Belleville. Elle est, elle est plus dans le cumin que à Sidi Bou Saïd. Mais ces mots-là, ces noms-là, la Marsa, Sidi Bou, la Goulette, je les avais entendus. Et d'arriver là-bas, de voir ça, mais même juste de voir Tunis, c'était... c'est donc là, c'est là qu'ils ont marché, c'est là que ça a commencé. Saada, c'est un nom de là-bas avant même que l'islam n'existe. C'est un très très vieux nom tunisien. Enfin, pas que tunisien d'ailleurs, parce que c'est aussi algérien, libanais. Enfin, c'est un nom de cette région-là. Aurélie Saada, ces couleurs, ces saveurs, ces odeurs que vous racontez, elles sont communes aussi, du coup, aux musulmans qui habitaient là-bas, et tout se passait tout à fait bien. En plus, à l'époque, il y avait un échange. C'était des communautés qui arrivaient à vivre ensemble, en fait. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça. Depuis, je me suis intéressée à l'histoire. C'est vrai que c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe. Il y a eu des périodes extraordinaires, et puis il y a eu des rois plus compliqués. L'histoire des Juifs à travers l'histoire, à travers l'histoire du Maghreb, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Donc il y a eu des moments, et puis d'autres moments plus difficiles quand ils ont quitté la Tunisie dans les années 50-60. C'était parce que c'était très dur. Il faut savoir qu'il y avait 100 000 juifs en Tunisie et qui ne sont plus que 1000 aujourd'hui. Donc c'est une vraie
Une vraie diaspora qui est partie, comme on sait. Alors justement, pour continuer sur cette idée du voyage et de la saveur, vous profitez de la tournée que vous faites en ce moment, vous le dites, pour découvrir des régions, les marchés aussi, vous rapportez des produits des lieux où vous jouez. Finalement, c'est aussi un tour de France pour vous de la richesse culinaire, quoi. C'est vraiment vachement important. La musique et la bouffe, ça va ensemble, quoi. Mais c'est génial de découvrir. On découvre tellement, je trouve, à travers ce que mangent les autres. Moi, j'ai une passion avec ma petite sœur Chloé. Quand on arrive quelque part dans un pays, alors on va dans les musées, on se balade, on va voir les endroits à visiter. Et alors, il y a quelque chose auquel on ne résiste pas, c'est le supermarché. Parce qu'en fait, et le supermarché, parce que le marché, il y a un côté un peu, évidemment, c'est magnifique, les fruits, les légumes, mais bon. C'est pas là qu'on voit le vrai, quoi, la colonne vertébrale. Le vrai. Ouais. Là où vraiment on va chercher les packaging, les couleurs, ce qu'on aime manger tout près parce qu'on est très pressé et que c'est ça qu'on aime. Il y a quelque chose que j'adore dans les supermarchés. Parce que tout d'un coup, j'ai l'impression vraiment de voir quelque chose du quotidien, du pays dans lequel je suis. Alors justement, cuisiner ou raconter la cuisine ou la chanter, on l'a dit, c'est raconter la vie, en l'occurrence celle d'une certaine forme de féminité aussi. Et vous, Leslie Gaugois, je rappelle votre premier roman dont on va parler juste après, Amour saignant ou à point, qui est sorti chez Léocher. C'est par l'écrit aussi que vous racontez, que vous créez les images et que justement vous racontez ces saveurs et ces odeurs dont nous parle Aurélie depuis tout à l'heure. Oui, je trouve que les mots sont très très riches pour parler de la cuisine. La cuisine, ça évoque de très nombreux souvenirs. On a tous des madeleines de Proust. Ouais. Et c'est vrai que j'aime les mettre en mots. C'est aussi ça qui me passionne dans le fait d'écrire des livres de cuisine pour les chefs étoilés, pâtissiers ou autres que j'ai la chance de côtoyer. C'est souvent des gens très taiseux, donc ils parlent très peu, ils savent pas forcément mettre des mots. Et pas puis toujours simple à interviewer, je le précise, effectivement. Je compatis, moi-même, je m'y suis frottée. Et justement, j'aime essayer de faire sortir des mots de ces cerveaux qui, en général, ont beaucoup de choses en eux, mais les taisent. Oui, donc en fait, finalement, le mot permet la matière, en fait. Oui, complètement. Le mot tout à coup concrétise un goût, une saveur, une sensation, un plat et surtout l'équilibre d'un plat. Alors justement, vous parlez d'équilibre, merci pour le mot, parce que Aurélie Saada, dans ce premier album, Bombolini, il y a quand même un équilibre précis justement entre votre légèreté, parce qu'il y a une légèreté, il y a une joie, etc. Puis il y a une profondeur émotionnelle de ce que vous racontez, parce que vous vous racontez complètement, justement. Qu'est-ce que c'est la trace que vous avez envie de laisser après écoute? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser aux gens de ça, justement? Je crois que ce disque, quand je l'ai fait, je voulais que ce soit comme quelqu'un qui vous aime et qui vous prend dans les bras. Aimer, c'est quelque chose de profond. Ça veut pas dire... il y a de la légèreté, mais pas seulement. Pas tant, c'est ça. Pas seulement. Et puis je crois que ma légèreté, elle naît de ce que j'ai décidé de faire de mes parts d'ombre. Voilà. D'accord. L'un n'irait pas sans l'autre. C'est comme une renaissance. Je trouve que porter sur soi quelque chose de léger, porter le sourire et partager ça plutôt que de faire à la gueule, c'est un choix pour les autres aussi. Voilà. C'est un choix pour la vie, pour les autres. Eh bien, c'est excellent sur Sud Radio, on le prouve. On est en compagnie de la chanteuse, autrice et réalisatrice Aurélie Saada et de la journaliste gastronomique et écrivaine Leslie Gaugois. Vous restez là parce que nous, on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent, et vous êtes ici chez vous avec l'autrice, compositrice et interprète Aurélie Saada et son premier album solo en tournée en ce moment, Bombolini, et la rédactrice en chef notamment du journal gastronomique Yam, Leslie Gaugois, et son premier roman Amour saignant ou à point qui est sorti aux éditions Léocher. Alors Leslie Gaugois, Amour saignant ou à point, sans en dire trop, c'est grosso modo le journal de bord d'une mère de 2 enfants qui est critique gastronomique, qui est épanouie dans sa vie
vie, etc. Puis qui tout d'un coup, tiens, du jour au lendemain, elle se fait quitter par son mari. Ça résonne pas du tout, hein. Et puis, pas du tout. Voilà. Et puis elle raconte sans faux semblant sa quête de sensualité, ses amours tumultueux. C'est même assez chaud, hein, parfois. Il y a certains passages très sensuels et de bouffe et de sexe, on peut le dire. Est-ce que ça vous va comme résumé, Leslie Gaugois, quand je parle de votre livre ? Ça me va très bien et je suis heureuse aussi qu'on parle de ça parce que c'est un roman qui se veut évidemment feel good, donc on doit se sentir bien. En tout cas, je l'espère, j'ai tout fait pour en le lisant et j'avais envie de distiller effectivement et sensualité et sexualité au fil des pages qui, à mon sens, sont très souvent négligées dans ce genre de roman. Oui, c'est amusant d'aborder ça aussi. Et puis le lien, de souligner ce lien qui est une évidence. Alors, par exemple, Aurélie, on en parlait entre l'amour et la bouffe, mais entre la sensualité, cette sexualité aussi, qui est une évidence, en fait, entre la nourriture et le sexe. Oui, ça m'amusait de faire une analogie, évidemment, de cette héroïne qui s'appelle Rose, qui a 44 ans, qui effectivement se retrouve du jour au lendemain célibataire. Elle tombe de l'armoire, son mari la quitte. Et donc, elle va devoir réapprendre les délices de la vie, tout en étant critique gastronomique et en goûtant donc aux délices de la vie, les vrais délices culinaires. Donc, faire des parallèles. Alors, je tiens à le souligner parce qu'on va y revenir tout à l'heure quand même, mais Rose, elle s'appelle comme Rose, l'héroïne du film d'Aurélie Saada, que vous avez cité dans votre livre aussi. Et je l'ai pas du tout fait exprès, chers auditeurs. Sachez-le, c'est quand même assez fou. Et il est marrant ce prénom Rose en plus, parce que c'est l'anagramme de oser. Donc pour des renaissances, c'est assez... Oui, c'est ça. L'inconscient a bien joué. Et alors justement, Rose, elle est critique gastronomique, comme vous, hein, je veux dire. Oui, alors elle est critique gastronomique, donc pas tout à fait comme moi. J'ai fait un pas de côté. Moi, je suis journaliste culinaire. J'ai la chance de passer ma vie dans les cuisines. Mais vous critiquez pas, quoi. Mais je ne critique pas. C'est pas la même chose. Je suis acquise à la cause quand j'y vais. Et alors, pourquoi vous avez changé ça ? Parce que vous voulez qu'elle se détache un peu de vous, quand même, on imagine, non ? Qu'elle se détache de moi, ça c'est sûr, et vous avez raison, mais aussi parce que c'est un métier que les gens aiment, et j'avais envie de montrer les coulisses, justement, de ce que ça peut représenter d'être critique gastronomique. Bon, il y a un autre point que vous avez en commun avec elle, Leslie Gaugois, c'est qu'elle vit des aventures palpitantes aux côtés de chefs étoilés, en fait, ce qui est un peu votre quotidien, quoi. Voilà, alors je vis pas les mêmes qu'elle, hein, j'aimerais peut-être, mais non on pas tout à fait. On vous a pas demandé les détails. Exactement. Mais oui, depuis 20 ans, je passe ma vie aux quatre coins de la France, dans les cuisines des tables étoilées, à la rencontre des chefs, tous très passionnés. Ouais, et alors vous avez écrit notamment nombre de livres, pour eux notamment. Et alors je voulais savoir si votre savoir-faire justement d'autrice de livres de cuisine, forcément, il a dû inspirer des scènes culinaires en fait, du livre pour le côté savoureux, authentique. Bon, vous avez déjà la vision du truc, quoi. Oui, j'avais envie je cite des chefs qui existent vraiment, qui sont des chefs que j'aime, avec qui j'ai travaillé ou que j'ai eu la chance de rencontrer. Vous les avez prévenus ? Je ne les ai pas prévenus, mais je sais qu'ils sont plutôt contents. Je les ai prévenus après coup. Okay. Et j'ai jamais caché leurs noms. Les seules fois où je cache les noms, c'est quand les histoires sont beaucoup moins sympathiques. Et dans ces cas-là, évidemment, là aussi, je change un peu, évidemment, la réalité. Et qu'est-ce qui vous a inspiré toutes ces histoires, finalement ? C'est un mélange de vous, de ce que vous avez observé, d'une histoire que vous aviez envie de transmettre En fait, j'avais très envie de créer dans ce premier roman une héroïne qui est très positive, optimiste, qui a un mantra dans la vie qui est agir plutôt que subir. Et se dire que malgré les épreuves, oui, il y a moyen de voir le verre à moitié plein. Ça peut paraître cliché de le dire, et en fait, je pense que non, ça ne l'est pas. Et que la façon dont on appréhende les choses, entouré de ses amis, de ses enfants, dans le cas de mon héroïne, ses amis jouent un rôle très très important. Elle arrive à passer au-dessus de cette épreuve qui est un marasme, c'est un tsunami dans sa vie, quoi. Et ce que vous nous dites finalement, c'est que la situation, elle dépend en fonction de la manière dont on la regarde. C'est ça, dont on la vit, pas seulement, aussi de ce qu'on décide d'en faire. Exactement, je pense que le paradigme peut totalement changer selon l'état d'esprit dans lequel on se met le matin en se réveillant. Donc alors évidemment c'est plus subtil, bien comme toujours. Elle morfle, elle en bave, elle est triste, elle est déçue, mais au moins il se passe des choses et elle a toujours cette nature de se dire qu'elle préfère vivre quelque chose, notamment dans ces nouvelles histoires d'amour, les vivre quitte à se prendre un mur plutôt que de ne rien vivre en se mettant une carapace qui la ferait passer à côté de sa vie. Et alors quand vous écrivez ces scènes culinaires, est-ce que vous les écrivez de la même manière que les scènes d'amour que vous racontez ? Est-ce que comment vous abordez le sujet ? Est-ce que c'est de la même... Oui, totalement. Oui, totalement, avec le même élan. J'ai adoré écrire ce livre. J'avais écrit un premier tiers au fil de l'année, et puis finalement les 2 tiers
ont été écrits en 15 jours dans le désert marocain et ça filait tout seul et c'était merveilleux. C'est quoi, c'est le soleil qui vous a inspiré? Ouais, je crois que c'est Darla. Déjà parce qu'il y a globalement pas grand-chose à faire aussi peut-être. Je rigole. Mais non, je les aborde exactement de la même façon. Et alors cette femme haute en couleur, cette rose qui porte donc le même nom que celle de l'héroïne du film, qui est d'Aurélie Sada, qui est aussi haute en couleur. Je cite quand même l'ouverture de votre chapitre du lundi 4 décembre. Être une femme, s'autoriser à tout, arriver grand, à pleurer fort, à construire grand, à douter fort, à aimer grand et à créer fort. C'est une phrase d'une certaine Céline sur les réseaux sociaux que vous citez. Ouais, la créatrice du groupe Bao Family, qui écrit des poèmes à ses heures perdues et que j'adore ce poème. Je suis assez d'accord et surtout ça résume aussi votre vision de ce que doit être la féminité. C'est une forme de féminité qui reste féminine en étant conquérante, quoi. Exactement, et ne pas vouloir avoir besoin de décider. Est-ce qu'on est conquérante ou est-ce qu'on est au contraire plutôt douce et enrobante? Je pense qu'on peut être les deux et qu'on a tout à gagner à être les deux et à ne pas renoncer à une de ces facettes. J'ai envie de dire, ça vous inspire un peu ça, Aurélie Sada, non? C'est marrant, ça me fait penser à une chanson que j'avais écrite pour Brigitte qui s'appelle Pluriel, qui dit l'un ou l'autre, quoi. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. L'un et l'autre, et on veut l'un et l'autre, et on a raison de défendre l'un et l'autre. C'est bien, et pourquoi pas l'un et l'autre. Et surtout dans la joie, c'est-à-dire ça aussi, on y revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on choisit la joie, quoi. Là, c'est par la résilience, quoi. Ouais. Ça, c'est pour le coup une facette. J'ai la chance d'avoir la joie incarnée en moi depuis toujours. Pourtant, la vie n'a pas été que tendre, comme pour beaucoup. Mais je trouve que quand on a cette chance-là, d'avoir cette joie qui est distillée malgré tout, et qu'on peut rire même dans des moments extrêmement difficiles, je trouve ça génial. Et donc, j'ai envie que mon héroïne reçoit comme ça, qu'elle soit joyeuse. Et le rire, c'est un élément important aussi chez vous, ça, Aurélie Sada, ce rire, cette joie. Le rire, ouais. Oui, le rire. Et puis, alors, j'ai même un truc, j'en parlais hier soir avec un copain, et je lui disais, j'ai même un truc un peu étrange, c'est-à-dire qu'il y a presque, je trouve, quelque chose de... C'est bizarre à dire, ce que je veux dire, mais un peu... quand c'est le chaos... Ah oui. Quand le navire vraiment se prend les pieds dans le tapis, l'iceberg là, quand c'est vraiment le bordel, il y a quelque chose dans cette situation qui me procure une force que je ne soupçonne pas. Il y a quelque chose, je trouve qu'il y a quelque chose d'ultra excitant, d'ultra vivant. Je trouve qu'il y a un côté, tout est possible à ce moment-là. Presque jubilatoire, je dirais. Presque jubilatoire, ouais. Alors je sais dans la difficulté. En fait, oui. D'accord. Quand tout s'éteint, il n'y a plus d'électricité alors qu'on est sur scène et qu'il y a des gens devant, finalement, je trouve que c'est là où on invente les choses les plus émouvantes. On peut décider je sais pas, de partir en vrille complet, d'abandonner tout et de se liquéfier. Mais on peut aussi décider d'en faire quelque chose. Et je crois qu'il faut pas avoir peur de faire quelque chose, des choses un peu chaotiques. Il peut toujours en sortir quelque chose de grand. On soupçonne jamais, je trouve, qui on est ou ce qu'on est capable de faire. Il faut se mettre un peu en danger, c'est ça, quoi, aussi. Alors, sans se mettre en danger, parce que la vie, quand même, nous met en danger. Nous réserve des petites surprises, pas toujours hyper chouettes. Je trouve qu'on n'a pas besoin de les créer. Ouais. Mais en tout cas, quand elles arrivent, il y a toujours une fenêtre pour en faire quelque chose et pour se découvrir. C'est un peu ce que vous nous racontez aussi dans ce roman, en fait, Leslie Gaugois. Ouais, complètement, parce que passer le choc, quoi. Ouais, passer le choc de cette rupture, finalement, Rose, elle réapprend une toute nouvelle vie qu'elle n'a pas voulu, qu'elle subit là pour le coup, mais elle en fait quelque chose de drôlement chouette aussi, qu'elle n'aurait pas imaginé, qu'elle n'avait pas anticipé. Et puis, elle va se refrotter à de nouvelles histoires d'amour. Ça va être des fiascos, ça va être des idylles, ça va être des trucs incroyables. Et puis, elle va être déçue. Mais finalement, il y a toute une palette de nouvelles sensations qu'elle soupçonnait pas revivre et qu'elle revit avec et puis joie. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que dans la manière dont vous écrivez ce journal, en fait, je pense que n'importe quelle femme entre 25 et 50 ans ou 55 ans ou même plus vieille peut se retrouver en fait dans vos écrits, dans les sensations, dans ce qu'elle vit, dans cette société aussi de surconsommation, de facilité, d'accès finalement, de difficulté, d'accès à l'autre au fond, quoi.
Ouais, et ça me touche, ouais, bien sûr, ce que vous me dites. Et j'ai des retours incroyables, là. Ça fait un mois que le roman est sorti, de beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Donc j'étais étonnée d'avoir tous ces retours d'hommes qui, eux, sont très contents de découvrir ce qui se passe dans le cerveau féminin. Alors c'est un des cerveaux, mais effectivement, il se passe pas mal de choses dans celui de Rose. Et pour ce qui est des femmes, ça m'a beaucoup touchée parce que certaines qui sont en couple et pour lesquelles tout va bien et bien heureusement. Ça arrive et j'en suis tellement heureuse pour elles. Racontent qu'elles se retrouvent dans, alors parfois leur adolescence avec ces sensations-là un peu folles d'histoire, mais aussi un peu plus tard dans leur couple, ça les fait vibrer, ça les fait rêver. Elles retrouvent une phase de leur vie où elles ont été célibataires 6 mois, 1 an, 2 ans avant de retrouver l'amour. Et donc je reçois des témoignages très forts et très puissants de femmes qui se mettent à me confier des choses extrêmement personnelles. Et je trouve ça super. Et est-ce que les femmes qui découvrent vos romans sont des femmes qui connaissaient déjà vos livres de cuisine, ou est-ce que c'est un tout nouveau public? Un tout nouveau public. Ouais. Elles connaissent absolument pas. Donc c'est génial d'ailleurs, parce que je touche des femmes un peu de tous les âges. Effectivement, alors peut-être à partir de 25 ans, mais j'ai des témoignages vraiment extrêmement bouleversant, parce que je pensais pas toucher autant les gens. Enfin, ça me fait très bravo, plaisir. j'ai envie de dire, c'est excellent. Je ne sais pas, en tout cas, ça fait chaud au cœur. Eh bien oui, c'est excellent, chers auditeurs. On vous revient tout de suite avec la chanteuse et réalisatrice Aurélie Saada et la journaliste gastronomique et écrivaine Leslie Gogoa. Vous restez avec nous. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Et oui, c'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien entre la chanteuse, compositrice et réalisatrice Aurélie Saada et son album solo, actuellement en tournée Bombolini, et puis l'autrice de livres de cuisine Leslie Gogoa et son premier roman Amour saignant ou à point, sorti aux éditions Léo Cher. Alors mesdames, on parlait de la rose de Leslie Gogoa, on va écouter celle de Aurélie Saada. C'est parti. Emmène-moi aux Galeries Lafayette. C'est papa qui te manque, hein. Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore. Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite? Que cette soirée ne finisse jamais. Il y a des choses à vivre encore, que c'est joli. On était donc en train d'écouter un extrait de Rose, le film d'Aurélie Saada sur Sud Radio. En fait, c'est ce que vous nous racontez, c'est vraiment pareil, l'histoire d'une femme à qui il arrive un drame, qui est donc de perdre son mari et qui tout d'un coup va redécouvrir comment on respire. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, en fait. Ouais, elle s'attendait pas à ça. Elle a jamais descendu un escalier sans s'accrocher au bras de son mari. Elle croyait que le bonheur était avec lui. Quand elle le perd, elle pense que la joie est derrière elle. Et voilà, et je trouve qu'on soupçonne jamais la force qu'on a et qui on est. Et un deuil, finalement, c'est quelque chose qui nous permet cette renaissance-là. Bien sûr. Et j'étais heureuse que... en plus de travailler sur une héroïne qui avait un certain âge, parce que je trouve que c'est important de valoriser les femmes... qui, en fait, on continue à vivre après 60 ans, mais quoi. Que ça existe, en fait. Oui, moi, je l'ai écrite certainement pour ma mère, pour mes tantes, pour mes filles, pour moi. Parce que, a priori, vieillir, c'est le chemin qu'on prend, tous. Ouais. Donc, bien sûr. Je trouvais ça insupportable que le désir des femmes... le fait d'être désirée ou désirante sortent complètement des radars à partir d'un certain âge. En fait, je trouve cette idée m'était insupportable, parce que je trouve qu'en plus on peut se sentir vieux très jeune. Donc c'était voilà. Et puis on peut nous ramener à ça. Et puis on peut être notre pire ennemi pour ça aussi. On peut se les imposer nous-mêmes, ces limites. C'est pas forcément les autres qui nous les imposent. Sortir du regard, en fait, des autres, c'est un peu ce que vous nous racontez aussi, finalement. Vous avez une femme qui décide de vivre comme elle l'entend dans votre roman, Leslie Gogoa. Oui, tout à fait. Alors au début, elle sait pas trop comment elle va s'y prendre. C'est pas vraiment une décision actée, voilà. Mais au fil des mois, suite à cette rupture très brutale, elle va réapprendre à travers les moyens qui n'existaient pas quand elle-même était jeune. Donc, elle s'inscrit sur les applis de rencontres et ça donne lieu à évidemment tout un tas de rencontres diverses et variées avec plus ou moins de succès. Et oui, elle s'accorde en fait de vivre et puis d'arrêter une histoire si ça lui plaît plus et puis d'en entamer une autre et puis de peut-être faire des choses qu'elle se serait jamais cru capable de faire
faire auparavant. Ouais, bien sûr. Et donc finalement, en fait, c'est. Alors, je vais revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Le rose, c'est l'anagramme de oser. Vous en étiez consciente, vous, de ça, Leslie Gaugois, quand vous avez choisi ce nom-là ou pas? Mais pas du tout. Je trouve ça extraordinaire, absolument pas. Je vais être très honnête. Ça serait le moment de peut-être mentir et dire, évidemment, tout était pensé, mais absolument pas, non. Et vous, alors, c'est quelque chose que vous avez réfléchi pour le coup, Aurélie? Moi, c'est mon verbe préféré. D'accord. Donc, ce nom est votre verbe préféré. Ouais, ce nom, exactement. Et alors, vous, la réalisation, finalement, Aurélie Saada, c'est une manière de plus de transmettre. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes déjà sur pas mal de sujets, j'ai envie de dire. Eh bien, je ne sais pas si c'est la peur ou le courage qui m'emmène ailleurs à chaque fois. J'ai jamais encore eu la réponse à cette question, mais j'ai toujours besoin d'aller voir ailleurs, de tenter autre chose, de me confronter à d'autres univers, de faire des choses avec beaucoup de sérieux, parce que je crois que j'essaie de les faire avec vraiment beaucoup de sérieux, beaucoup de cœur. Mais c'était une velléité qui vient de loin aussi, vous aviez envie depuis longtemps, non? Moi, je réalisais les clips de Brigitte, voilà, parce que en écrivant les chansons, les images me viennent, et que je suis un peu... j'aime bien tout faire, je mets un peu la main à la pâte pour tout, voilà, comme en cuisine, j'aime bien... je me sens comme un artisan et pas comme un patron de multinationale. Donc il faut que je fasse tout parce que de toute façon, il y a peu de moyens, il y a un côté un peu artisanat. Donc c'est vrai que je faisais tous les clips de Brigitte. C'est ça les productions du couscous aussi, non? Les productions du couscous, c'est ma société de production dans laquelle je fais à la fois... des disques, des clips, j'ai coproduit le film aussi, voilà. Je fais plein de choses avec les productions du couscous. Alors, pour en revenir justement à ce rire et cette légèreté, parce qu'on vous entend, en fait, on vous entend heureuse un peu toutes les deux, finalement, parce que vous l'avez choisi. Hein. Vous, Leslie Gaugois, comme pour Audrey Hepburn, que vous citez dans votre roman, que je rappelle aux auditeurs, à m'enseigner un point, qui est sorti aux éditions Léo Cher, elle dit, je crois que le rire est la meilleure façon de brûler des calories. Donc on est encore dans le rapport à la bouffe, mais finalement aussi dans le rapport au bien-être, quoi. Tout à fait. En fait, comme c'est un journal de bord, j'avais envie que chaque jour de ce journal commence par une citation qui peut être aussi bien Audrey Hepburn que Aurélie Saada, que on a Proust. Enfin voilà. Donc j'avais envie de faire un melting pot de tout ce que j'aime, et j'en ai cherché certaines avec cette analogie entre l'amour, la bouffe, le plaisir de la vie, le plaisir de la chair. Et j'adore cette phrase parce que oui, je crois que le rire est tellement salvateur. Enfin, évidemment, on le sait, mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur au monde qu'un fou rire? Je crois qu'il n'y a rien de meilleur au monde qu'un fou rire. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur au monde? C'est vrai, il n'y a rien. Rien. Je crois que je le mets au-dessus de tout. Bon, je pense qu'il y a un truc peut-être ex aequo, mais non, franchement, le lien est créé entre mes invités ce soir. Le fou rire est dingue. Alors justement, ces citations, alors encore une fois, j'ai pas fait exprès parce que je l'ai découvert en préparant cette émission. Aurélie Saada, vous riez beaucoup, mais surtout vous chantez. Et vous avez choisi cette BO en ouverture d'un chapitre. Leslie Gaugois, on écoute, c'est parti. Dans mes yeux, il n'y a que toi. Sur ta bouche, il n'y a que moi. Allez-y. Nos muses rouges magenta. J'ai donné ma langue au chat. Pour toi, quelle voix. Tu m'accroches à tes rêves. Voilà ça. Même les plus fous, la joie c'est contagieux. Aurélie Saada sur Sud Radio. Donc c'est une partie de cette chanson Nos amours heureux qui est en fait la bande originale de Rose, hein, c'est ça? C'est générique de fin. Du générique de fin. Et alors pour Dans mes yeux il n'y a que toi, sur ta bouche il n'y a que moi, ivre de nous nos museaux rouges magenta, que c'est joli. J'ai donné ma langue au chat. C'est exactement cette introduction du chapitre du jeudi 25 juillet du roman de Leslie Gaugois. Des mots qui illustrent si bien le je t'aime enfin lâché de Rose à son amoureux, quoi. C'est ça qui se passe à ce moment-là. C'est ça. Après beaucoup de péripéties diverses et variées, elle lâche un je t'aime. Et c'est incroyable qu'elle soit capable et qu'elle s'en sente capable et que ça la fasse vibrer à nouveau. Elle qui a été tellement écorchée par cette rupture. Et c'est aussi ça la magie de la vie et la magie de l'amour.
de pouvoir revivre et ressentir des choses extrêmement fortes. Et je voulais que ce soit cette citation-là, parce que je crois que cette chanson que je connais effectivement mot à mot m'a oui, vous la bercé. chantez, on vous voyait la fredonner. Ouais, elle m'a bercé tout au long de l'écriture de mon livre. Ouais. Donc je l'écoute beaucoup, ma fille aussi. Enfin voilà, donc à la maison, c'est un peu un de notre best-of. Wow. Merci beaucoup. Et alors, dans cette chanson, il y a encore pléthore, Aurélie Saada, de métaphores culinaires, la langue au chat, etc. C'est une texture poétique et gourmande, j'ai envie de dire, qui vous permet en fait de tout dire aussi, vous, finalement. C'est de la métaphore qui permet de dire plein de choses derrière, quoi. On peut dire plein de choses derrière, je sais pas, puis c'est vivant, c'est musclé, c'est amusant, ouais. Puis on mange par la bouche aussi, Et je crois que moi, je me suis rendu compte que je cuisinais un peu comme j'écrivais des chansons. Ouais. Avec mes souvenirs, avec les choses qui comptent pour moi. J'essaie de retrouver une émotion, la partager avec ceux que j'aime. Et je cuisine et j'écris avec mes limites aussi. C'est la même chose. Est-ce que c'est une histoire de foi aussi, à un moment donné, de croyance, comme vous croyez à l'amour, comme est-ce qu'il y a un truc où tout d'un coup ça vous transcendez je sais pas si c'est de la foi, il y a plus quelque chose quelque chose qui se lâche, d'un lâcher prise, d'un abandon de quelque chose, d'une émotion qu'on vient tout d'un coup électrique qui vient renaître. Retrouver une émotion, quoi. Et alors, Rose, comme je le dis, c'est Françoise Fabian. Le film, il est avec Horatica, Grégory Montel, et vous l'avez réalisé avec Yael Langman. Non, j'ai pas réalisé. Non. Pourquoi c'est marqué par Yael Langman? Parce qu'elle a coécrit avec vous, oui, c'est elle a ça? coécrit avec moi les scénarios. Pardonnez-moi. Et alors, justement, Françoise Fabian, c'est quand même une sacrée comédienne, et c'est pas n'importe qui. Comment est-ce que tout d'un coup vous vous positionnez en tant qu'artiste, vous, parce qu'à la base c'est vous l'artiste de scène qu'on met en scène, etc., pour changer de manteau. Moi, ça, j'adore les acteurs, j'adore travailler avec des acteurs. J'ai écrit une pièce de théâtre il y a pas très longtemps qui a été jouée à la Pépinière. J'adore les. Ce qui est important pour moi, c'est pas d'être sur scène, en fait, c'est de raconter des histoires, peu importe le support. Ouais. Donc non, j'adore travailler avec des acteurs. Puis alors des acteurs comme ça, c'est merveilleux. C'est des Rolls-Royce. Raconter des histoires, c'est ce que vous faites aussi en racontant les grands maîtres de notre cuisine française, en fait, les Gauguin. Oui, j'ai cette chance. Ça fait 25 ans que j'écris des livres de cuisine. Les premiers étaient sous mon nom et c'était mes recettes. Puis au fur et à mesure, je me suis dit qu'en fait, c'était bien plus amusant d'écrire celles des chefs, ce qui permet de rentrer dans leur univers, de passer beaucoup de temps avec eux, de goûter leur cuisine et donc de trouver un métier où on écrit et on mange constamment. Et je crois que c'est quand même assez sympathique. Et j'aime. Puis vous voyez les coulisses aussi, quoi. C'est ça, en fait. Oui, voir les coulisses. Là où la magie opère, quoi, on a envie de dire. Oui, là où tout se crée, là où la magie opère, voir un dressage d'une assiette comme une œuvre d'art, voir toute cette brigade, les mots qui sont autour d'une cuisine aussi exigeante que la gastronomie m'interpellent. On parle de brigade. Il y a le chef. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. C'est l'armée, quoi. C'est vraiment l'armée. Et c'est un choix. C'est un vrai choix. Ouais, c'est un choix, mais parfois c'est un choix qui est rude aussi, quoi. Ouais. Vraiment, je vois des très jeunes en cuisine et ils sont dingues. Ils travaillent 18 heures par jour sans broncher. Enfin, je suis très admirative de ce milieu-là. Eh bien, il nous reste encore un bon petit quart d'heure ensemble. Vous restez avec moi, mesdames. Et puis, chers auditeurs, on est avec la chanteuse qui réalise Aurélie Saada, puis la journaliste qui écrit les Gauguin. C'est excellent sur Sud Radio. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bienvenue dans C'est excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez avec l'autrice, compositrice et interprète Aurélie Saada et son premier album solo en tournée en ce moment, Bombolini, et la rédactrice en chef du journal gastronomique YAM, les Gauguin, et son premier roman, Amour saignant ou à point, qui est sorti aux éditions Léo Cher. Alors, chères mesdames, on va continuer à parler un peu de cuisine quand même. Je rappelle aux auditeurs qui sont en compagnie de deux fines gourmettes, je sais pas si ça se dit. J'en profite pour rappeler quand même votre livre de cuisine aussi, familial, Aurélie Saada, Cuisiner le soleil, qui nous emmène en voyage à travers les saveurs de la Méditerranée et de l'Orient. Donc c'est bien ce que je disais, vous êtes très très prolifique, c'est obsessionnel, vous faites beaucoup de choses, dont un livre de cuisine qui sont finalement les recettes que vous faites depuis toujours, quoi. C'est les recettes que je fais pour les copains à la maison, je reçois beaucoup, et j'avais envie de les transmettre. Je me suis dit, c'est marrant.
qu'est-ce qu'on a envie qui reste comme ça, qu'est-ce qu'on a envie qui se transmette comme ça à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Les recettes, ça serait quand même génial. Et donc, je me suis dit que j'allais faire ce livre. J'ai accepté la proposition d'Hachette, qui insistait beaucoup. D'accord. Et j'ai dit, ok, alors c'est bon, je le fais. D'ailleurs, comme s'il était dans mon cœur depuis très longtemps, il a été fait... très vite, je crois qu'on s'est rencontrés au mois de mai. Au mois de juin, j'ai donné mes 70 recettes. En mois de juillet, j'ai shooté toutes les images. Et au mois d'août, il était fini. Ça s'appelle une affaire rondement menée. Ah ouais, mais je crois que c'était en vous, quoi. C'était en moi. J'avais trop... Et puis, vous avez fait beaucoup de vidéos aussi de recettes, etc., notamment pendant le Covid. Ouais. Vous avez beaucoup alimenté les réseaux avec ça, justement, pour que les gens puissent se faire plaisir chez eux aussi. Non, toujours dans cette idée de transmettre. Quoi. Parce qu'il y a quelque chose de si sympathique quand même dans la cuisine. C'est de l'amour qu'on partage. C'est une façon pudique de dire je t'aime. C'est une façon sans chichi de réparer les cœurs. Je crois que c'est vraiment super la cuisine pour ça. Ah ouais, c'est sûr. Et alors pour vous, Leslie Gaugois, il existe quand même, donc, je le disais en début d'émission, plus de 60 livres de recettes que vous avez sortis, plus de 65, mesdames. Vous connaissez le chiffre exact ou pas? Eh bien non, je ne le connais pas. Ok, d'accord. Je m'en occuperai ce soir. Voilà, j'en ai me dirai la prochaine fois. Vous reviendrez pour votre deuxième roman. Avec joie. Et alors vous avez notamment signé les premiers livres de cuisine de Cyril Lignac, c'était Oui Chef. Vous avez travaillé aussi pour de nombreux chefs et pâtissiers, donc Christophe Michalak ou Cédric Grolet. Si vous aviez une expérience qui vous vient tout de suite à l'esprit, qui vous a marqué comme ça sur la création de ces livres, ça serait laquelle? Là, on parle de Christophe Michalak, c'est celle qui me vient là à l'instant. J'en aurais 1000, mais c'est l'extrême efficacité et générosité de ce chef, quoi. Ce qui qui m'impressionne tellement, qui est d'une gentillesse, d'une bienveillance, mais d'une efficacité, mais redoutable. C'est quelqu'un qui arrive à abattre beaucoup de boulot, mais toujours avec du cœur et toujours avec, avec le petit truc en plus, quoi. Donc, des shootings photos, là, c'est le dernier livre en question que j'ai écrit pour lui, c'est un coffret de 150 recettes, 20 ans de pâtisserie, donc c'est des très gros projets. Et puis ça roule, quoi. Les shootings se font, à la vitesse d'un éclair, et je suis toujours assez impressionnée. Par ça. De la réactivité et de la précision aussi, hein, c'est ça? Ouais, de la précision et cette façon de faire où rien ne lui fait peur. Son bureau est toujours nickel, tout est rangé, on envoie un texto, il répond dans les 2 minutes. Enfin, j'en reviens pas, alors que c'est vraiment un workaholic, hein, voilà. Mais je suis toujours assez admirative des gens qui réussissent à travailler autant en étant aussi bienveillants. C'est une histoire de passion, quoi. Aussi, hein. Oui, ils sont tous passionnés, mais ils sont pas tous commodes. Ils sont pas tous bienveillants. Non, ils sont pas tous bienveillants. Mais ceux avec qui je fais des livres ne sont que bienveillants. Sinon, je les fais pas. Alors, mesdames, on va, pardonnez-moi, en arriver aux questions culinaires. Hein. C'est des questions pour les deux. On est bien d'accord qu'un bon plat sur le bon produit, c'est impossible. Ça commence par la source, quoi. Ouais, c'est mieux. C'est quand même mieux. Parfois aller sourcer. Est-ce que vous aimez, vu qu'on disait tout à l'heure que vous vous baladez beaucoup en France avec vos tournées, vous allez dans les marchés, dans les supermarchés notamment, dans les marchés, justement, est-ce que c'est un produit qui va vous donner une idée ou est-ce que vous allez... Oui, c'est ça. Toujours. C'est le produit. D'accord. C'est un légume. D'ailleurs, je sais jamais vraiment ce que je vais préparer à manger. Je me balade, j'habite vers la rue des Martyrs. Voilà, il y a des primeurs incroyables et souvent c'est la saison qui m'inspire. D'accord. Et vous, alors déjà, est-ce que vous cuisinez, Leslie Gaugois, à la maison? Eh bien, j'ai longtemps cuisiné et aujourd'hui, je ne cuisine plus beaucoup. Pourquoi? Parce que vous voyez trop les chefs? Parce que maintenant, je suis capable d'écrire n'importe quelle recette de n'importe quel chef au monde, mais sans savoir faire cette recette. Donc, c'est un savoir-faire très particulier. Ouais, mais parce que c'est pas n'importe quelle recette aussi. Non, ce sont je rigole en disant ça. J'aime cuisiner aussi, mais j'aime plus que tout goûter et écrire et comprendre ce qu'ils ont voulu faire et faire en sorte que la photo soit fidèle au texte en face et mettre en mots. Parce qu'il faut savoir que souvent, les recettes n'existent pas chez les chefs étoilés. Donc, ils travaillent avec des bouts de papier, ils travaillent avec un petit bout de là dans un lutin, puis tu me prends la sauce de l'année dernière, et puis tu me changes ça, puis tu mets de la livèche à la place de l'oxalis. Donc, ça part toujours un peu d'une page un peu brouillon. D'où l'importance de votre intervention. Voilà, exactement. C'est là où je peux m'avérer utile. Mais c'est très difficile. Moi, je me suis confrontée à ça.
je ne cuisine jamais, je ne suis jamais aucune recette. J'ai des livres de cuisine chez moi que je regarde comme ça de loin, mais j'ai jamais ouvert et fait quelque chose qui était écrit. C'est bon, j'essaie de retrouver. C'est peut-être pour ça que c'est bon aussi, non? C'est qu'à un moment donné, de donner des recettes. Ouais. En fait, je me rendais compte j'ai dit je vais faire ça, et puis à un moment donné, je me suis dit mais comment je vais leur dire combien de grammes exactement il y a là et combien de... Tout d'un coup, il a fallu que je pèse tout. Il a fallu que je... D'où le 1 mois de travail quand même pour rassembler de refaire toutes mes recettes, mais en me disant, non, là, tu viens de rajouter quelque... Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on fait instinctivement quand on cuisine. Et les chefs, c'est totalement ça. Alors qu'on pourrait se dire qu'ils ont justement des brigades, des équipes et que tout est très cadré à la virgule près, absolument pas. Il y a des fiches techniques, ce qu'on appelle des fiches techniques, qui sont des documents de travail. Mais déjà, souvent, c'est pour des quantités monstrueuses qu'on ne peut pas faire chez soi. Donc moi, mon rôle est de faire une recette pour 10 et pas 300 portions, puisqu'on a beau avoir beaucoup d'amis, on fait quand même rarement une réception pour 300. Et ensuite, c'est de faire en sorte aussi que la photo soit fidèle, puisque le jour J du shooting, ils vont évidemment tout changer. Parce que c'est pas eux qui cuisinent pour la photo ? Pas toujours. Alors ça peut être eux, ça peut être leur équipe. Et puis surtout selon les arrivages du jour, l'inspiration, le petit truc, tiens, en fait finalement je vais mettre cette petite pousse là, je vais mettre de l'aquil et millefeuille, et puis moi j'ai envie que les recettes que j'écris pour eux soient exactement au cordeau. Et là c'est compliqué quand même. Ouais. Et surtout, en fait du coup vous êtes là aussi pour les cadrer un petit peu quoi. Calme-toi, essaye de... Exactement. Alors les cadrer, mais en tout cas être là, essayer de comprendre ce qu'ils vont me changer, sachant que on pousse même le curseur un peu plus loin et certains chefs, les recettes n'existent pas et n'existeront jamais. C'est-à-dire qu'elles ne sont que dans le livre, mais n'ont pas existé. C'est un fake le jour J. Et donc, mon rôle est de créer la recette avec quelqu'un de l'équipe. Incroyable. Votre premier souvenir culinaire à l'une et l'autre, marquant, Leslie Gaugois? Alors moi, je sais pas si c'est le premier, c'est celui qui me vient, c'est la terrine de Lot de ma maman. J'ai perdu ma maman malheureusement il y a 4 mois et j'ai perdu en même temps cette recette parce qu'elle ne se souvenait plus comment elle la faisait. Mais j'ai encore le goût en bouche et je me suis juré que j'essaierais de la recréer à partir de mes souvenirs. C'était une terrine de poisson qu'elle faisait quand on recevait, avec de la tomate, une terrine froide, délicieuse. Voilà, ça c'est le souvenir qui me vient. Aurélie Saada. Alors mon souvenir, et c'est marrant, c'est un truc raté, mais qui m'a laissé un souvenir indélébile. Ma mère nous a fait, quand on était toute petite avec ma sœur, on habitait rue de l'Hôpital Saint-Louis, donc on n'était vraiment pas grande. Elle nous a fait une brioche, et cette brioche n'est pas montée. Elle est restée comme ça, un peu ratatinée, sèche quoi, et un peu dure. Et elle avait un goût extraordinaire. Et la brioche ratée, donc on lui a demandé toute notre vie de nous refaire la brioche ratée qu'elle a jamais réussi à refaire. Et je me souviens qu'avec ma sœur, on se coupait des toutes petites tranches pour l'économiser le matin, le goûter, tellement on l'a trouvée délicieuse cette brioche ratée. Comme quoi. Et on en arrive du coup à la dernière question de cette émission pour continuer sur les souvenirs comme ça. On commence par vous laisser Gaugois. Que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez? T'as eu sacrément raison de goûter tous les plats de ta maman. Et de le raccorder parce que c'est là que ça a commencé. C'est dans la cuisine de votre maman. T'as eu sacrément raison de manger autant. Parce que t'as réussi à en faire un truc vraiment sympa après. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, Leslie Gaugois? C'est dans la cuisine de votre maman? Ma maman, elle avait ça au fond d'elle, quoi. L'amour passait par la cuisine. C'était une cuisinière de dingue. Donc évidemment, ça a commencé comme ça. Elle nous faisait plaisir à travers ça. Et c'est évidemment ça que je dirais maintenant que je suis adulte, quoi. C'est que ça a finalement rythmé ma vie. Et sans que j'aime plus que ça cuisiner, j'aime bien, mais c'est pas ça qui m'anime. C'est vraiment le plaisir de partager, d'échanger et d'écrire et de mettre tout ça en mots. Et alors vous, Aurélie Saada, qu'est-ce que vous lui diriez à cet enfant que vous étiez? Qu'est-ce que je lui dirais qu'elle ne se disait pas? C'est marrant, je sais pas très bien si je lui dirais quelque chose, parce que finalement, je trouve que on s'en fout des conseils à donner. Ce qui est important, c'est
c'est l'aventure, quoi. L'aventure, elle s'écrit avec nos expériences. Donc, je lui dirai rien. D'accord. Je recommencerai. Ok. C'est original. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. J'adore. Bon, bah, écoutez, merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues par ici. C'était une charmante émission qui nous a donné faim. C'était excellent, chers auditeurs sur Sud Radio. Et voilà. Derrière vous, Bombolini. Tu peux monter. Aurélie Saada sur Sud Radio. Tu n'auras pas ma joie. Aurélie Saada et son gourmand Bombolini en tournée. La prochaine date, c'est le 26 avril, c'est ça, c'est à Conflans-Sainte-Honorine. Toutes les autres dates, Aurélie Saada, sont à retrouver sur Internet. Le très très délicieux, succulent roman, n'est-ce pas, de Leslie Gaugois, Amour saignant ou à point, sorti aux éditions Léo Cher, il est disponible dans toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire. Et puis merci à tous d'être là au rendez-vous comme chaque dimanche soir. C'est excellent et de retour évidemment la semaine prochaine. Merci à Thomas, Clini, qui réalise pour vous aujourd'hui, sans oublier Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez tout réécouter en podcast et aussi sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio. On est 900 000, plus de 900 000 abonnés. Merci à tous. Et puis un gros bisou à la semaine prochaine. Bye. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.